nous allons parler de l'anatomie du système endocrinien. Ce qui est important, c'est de repérer ce qu'est une hormone, les principales glandes endocrines, et on verra ultérieurement dans le cours de physiologie, on comprendra un petit peu mieux le fonctionnement, quels sont les rôles, les actions de chacune des hormones qui sont sécrétées par les différentes glandes endocrines. Alors, on va passer à la deuxième diapositive, généralité. Donc, on vous dit qu'il y a deux grands systèmes de régulation, le système endocrinien, le système nerveux. On en avait déjà parlé dans le cours sur l'homéostasie. Ce sont deux grands systèmes qui permettent de réguler la vie du corps humain. Donc là, on aborde le système endocrinien, on va parler des glandes endocrines et des différentes hormones. Plus tard, on abordera le système nerveux. Et on verra que les deux sont complémentaires. Parfois, c'est ou l'un, parfois c'est ou l'autre, et puis parfois c'est les deux qui fonctionnent pour obtenir des actions identiques ou des actions contradictoires. Troisième diapositive, définition d'une glande. Voilà, donc on explique qu'une glande, c'est un organe constitué de cellules glandulaires, et donc justement comme ce sont des cellules glandulaires, elles vont pouvoir fabriquer des sécrétions. Alors quand on parle de sécrétions, il y en a deux grands types de sécrétions, c'est-à-dire qu'on va avoir soit des sécrétions comme des sucs, et on l'avait vu dans l'appareil digestif, comme les sucs pancréatiques, les sucs digestifs, voilà, ça ce sont des sécrétions qui vont être déversées à l'extérieur de la glande et elles vont emprunter, ces sécrétions, un canal et elles vont aller se déverser, comme on avait vu le suc pancréatique, il y a un canal pancréatique qui vient se déverser dans le duodénum. Ça, c'est une fonction exocrine. Ou bien, on va avoir cette sécrétion qui va être déversée directement dans le sang. Directement dans le sang, ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de capillaires sanguins autour de la glande pour que justement cette sécrétion puisse aller directement dans le sang. Diapositive suivante. Deux types de glandes. C'est donc pour ça que l'on va dire qu'une glande, et on parlera toujours de glande, dans les deux cas on parlera de glande. Quand une glande fabrique un produit qu'elle déverse à l'extérieur en passant par un canal, on va donc dire qu'il s'agit d'une glande exocrine, exo, extérieur, ça déverse à l'extérieur. En revanche, une glande endocrine, endo, ça veut dire à l'intérieur, là il n'y a pas de canal excréteur, donc la glande endocrine, elle va fabriquer un produit qu'elle va déverser directement dans les vaisseaux sanguins qui passent tout contre elle. Et puis on a des glandes, notamment le meilleur exemple, le pancréas. On a des glandes qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois exocrines et à la fois elles ont une activité endocrine. Si elles ont une activité exocrine, évidemment, elles fabriquent un certain produit qui va avoir une certaine fonction. Et puis, dans sa partie endocrine, elle va sécréter, on va le voir, pas plus tard qu'après, elle va sécréter un produit qui s'appelle une hormone qu'elle va déverser dans le sang. Et cette hormone, cette sécrétion-là, n'a absolument aucun rapport avec l'autre produit que la partie exocrine va fabriquer. C'est des choses complètement différentes. Exemple, le pancréas va fabriquer dans sa fonction exocrine du suc pancréatique qui va servir à la digestion, notamment la digestion des protéines, comme on l'avait vu dans l'appareil digestif. Alors que dans sa partie endocrine, on va le voir tout à l'heure, il va fabriquer différentes hormones, et notamment l'insuline. Et l'insuline ne sert absolument pas à digérer les protéines du bol alimentaire. Donc vous voyez qu'un même organe, une même glande, peut avoir une double activité et sécréter du suc ou sécréter une hormone. Et ça s'appellera donc une glande mixte. Nous passons à la diapositive suivante.
là vous avez justement toujours deux types de glandes. Et on vous montre justement le schéma de la glande exocrine. Et vous voyez, il y a le petit au centre. Hein, on a de part et d'autre du canal excréteur, on a toutes ces petites cellules qui fabriquent cette substance, hein, qui va être excrétée, c'est-à-dire déversée à l'extérieur de la glande. Hein. Et on voit bien, on aperçoit bien sur votre gauche, je précise, le schéma de gauche, vous l'aviez compris, on voit bien le canal excréteur qui va collecter toute cette sécrétion et la déverser ensuite à l'extérieur. À droite, on a un schéma de la glande endocrine et vous voyez en bleu tout un réseau là, de vaisseaux sanguins. Ce sont des petits capillaires sanguins et on voit, on aperçoit derrière les petites cellules en rose qui vont fabriquer ce produit, cette hormone. Et cette hormone, elle est fabriquée dans la cellule et elle va passer directement dans le petit capillaire sanguin qui est juste à côté. Nous passons à la diapositive suivante. Glande ou tissu. Alors c'est vrai que dans le système endocrinien, on a de nombreuses glandes donc, que l'on appelle glandes endocrines, comme par exemple voilà, la thyroïde. Et on a également du tissu endocrinien. Hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure avec le pancréas. Il a principalement une activité exocrine où il va fabriquer du suc pancréatique. Mais quand on regarde de plus près, on voit aussi qu'il y a des petits îlots, qui s'appellent les îlots Langerhans, on en parlera tout à l'heure. Donc on a un tissu spécifique, des petits amas de cellules comme ça, qui vont fabriquer des hormones. Hein. Donc là, du coup, on ne peut pas vraiment dire que ce sont des glandes endocrines, c'est du tissu endocrinien qui est contenu dans une glande exocrine. Voilà, donc, ça c'est un petit détail, hein, glande ou tissu. Toujours est-il que les cellules de cette glande ou les cellules de ce tissu vont fabriquer des hormones. Nous passons à la diapositive suivante. Situation anatomique des glandes endocrines. Alors là, vous avez toute la liste des différentes glandes ou tissus endocriniens que l'on va trouver dans le corps humain. Du plus haut vers le plus bas. Donc dans le cerveau, on va avoir l'hypothalamus. C'est une zone très très importante, c'est du tissu endocrinien. L'hypothalamus, il a aussi d'autres fonctions de régulation, mais il a aussi une activité endocrine. Juste en dessous, on verra l'hypophyse, qu'on appelle aussi la glande pituitaire. Voilà, je vous le précise parce que dans la littérature, des fois, vous pouvez entendre parler de la glande pituitaire. On a une petite glande aussi. Alors l'hypothalamus, l'hypophyse, voilà, ça, ce sont deux glandes dont vous allez souvent entendre parler. Ce sont deux glandes très très importantes. L'épiphyse, on en parle beaucoup moins, ça s'appelle aussi la glande pinéale, on va voir, elle est à l'intérieur du cerveau, on en parlera rapidement. Ensuite, une glande très importante au niveau de la base du cou, la thyroïde, avec elle les parathyroïdes, on regardera tout à l'heure sur le schéma. Ensuite, le thymus, alors le thymus, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on va voir qu'il va se développer au moment de l'enfance et de l'adolescence, et qu'après il va se résorber. Pourtant, on en parle un petit peu moins de celui-là, on verra quelle est son activité. Deux autres glandes très importantes, les surrénales, au-dessus des reins, on en parlera. Une glande aussi très importante, donc le pancréas. Et enfin, les gonades, selon qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme, c'est-à-dire les glandes reproductrices, les ovaires ou les testicules, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Nous passons à la diapositive suivante. Et là, vous voyez, sur le schéma, on va retrouver l'hypothalamus et l'hypophyse, on descend la thyroïde, le thymus, ça vous permet de situer où il est. Les glandes surrénales, alors là on ne voit pas les reins, mais juste en dessous il y a les reins. De chacune des glandes surrénales, en dessous on a les reins. On vous a symbolisé aussi des petits points là, schématiquement, pour représenter les îlots pancréatiques. Donc il faut imaginer qu'on a la zone du pancréas. Et quand on descend, les ovaires chez la femme qui sont à l'intérieur ou les testicules qui sont externes pour l'homme. Nous passons à la diapositive suivante. L'hypothalamus. Donc on va commencer par celui-là, il est au centre du cerveau, sous le thalamus, et en effet il va sécréter différentes hormones.
Et il est en lien direct avec l'hypophyse en dessous. C'est-à-dire que le chef, c'est l'hypothalamus. Hein. C'est l'hypothalamus qui va commander l'hypophyse. Il est en lien direct. Et il est relié par l'axe, on appelle ça du coup, hein, le lien qu'il y a entre l'hypothalamus qui est au-dessus et la petite hypophyse, hein, cette petite glande en dessous qui s'appelle l'hypophyse. Donc le lien entre les deux s'appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire. Voilà, pas la peine de retenir ce terme-là. C'est peut-être des termes que vous pouvez entendre. Nous passons à la diapositive suivante. Voilà, donc on voit très bien sur ce schéma, en vert plus foncé, hein. En vert clair, donc on voit le thalamus. Sous le thalamus, hein, vous la voyez cette masse vert clair, là, en plein centre du cerveau, en vert clair. Donc on a juste en dessous, en vert un petit peu plus foncé, l'hypothalamus. Et un petit peu en dessous, sur le côté gauche, on voit l'hypophyse. Alors dans le schéma, faites attention, les yeux, la face, le visage est à gauche du schéma, hein, et la nuque est à droite puisqu'on voit notamment le cervelet. Voilà, donc vous voyez bien, hein, et on a l'axe hypothalamo-hypophysaire. On voit bien, il y a une petite tige qui relie l'hypophyse à l'hypothalamus. Diapositive suivante. Parlons maintenant de l'hypophyse. Donc on a vu, elle est reliée, hein, elle n'est pas juste en dessous comme ça, elle est vraiment reliée à l'hypothalamus et elle est placée, elle est située sous l'hypothalamus. Alors vous voyez que c'est vraiment la taille d'un petit pois, hein, 1,3 cm de diamètre. Donc c'est minuscule. On verra ultérieurement les différentes hormones qu'elle fabrique. Elle en fabrique énormément. Elle a beau être toute petite, cette glande, elle est essentielle et elle fabrique plusieurs hormones. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a un lobe antérieur, donc c'est-à-dire qui est sur la face, plus côté visage, hein, antérieur. Et puis, plus vers l'intérieur, on a un deuxième lobe, lobe postérieur. Alors, le lobe antérieur, on l'appelle aussi l'antéhypophyse, antérieur, ou l'adénohypophyse. Et puis, le lobe postérieur, post-hypophyse. On va l'appeler post-hypophyse parce qu'elle est positionnée postérieurement à l'antéhypophyse. On l'appelle aussi la neurohypophyse, tout simplement parce qu'il y a des neurones entre l'hypothalamus et la post-hypophyse. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la neurohypophyse, pour la petite histoire. Nous passons à la diapositive suivante. Donc dans ce schéma, on a grossi l'hypophyse. Alors, ce que vous voyez sur le schéma un peu en haut à gauche, donc on voit en gris là, un peu comme, ça ressemble un peu à une figue. Donc vous voyez l'hypophyse et vous voyez, hein, on a représenté en gris avec plein de petits ronds là, c'est de l'os spongieux, hein, c'est l'os sphénoïde. Et on voit bien que l'hypophyse est contenue dans une, vous voyez, il y a comme une petite loge dans l'os. On appelle ça la selle turcique. Bon, ne retenez pas ça, c'est un détail. Mais vous voyez cette espèce de petite loge où vient s'insérer l'hypophyse. Alors c'est bien parce que d'un côté, ça permet de la protéger. Hein. Elle est entourée d'os, elle est protégée, cette hypophyse, parce qu'elle est ô combien importante puisqu'elle va fabriquer beaucoup d'hormones très importantes, hein, pour la régulation de notre corps humain. Le seul inconvénient, c'est que comme elle est, vous voyez, elle est prise là, hein, dans la selle turcique, elle est prise là, dans cette petite loge osseuse, et bien malheureusement, dans les pathologies, quand il va y avoir ce qu'on appelle un adénome de l'hypophyse, un adénome, c'est-à-dire c'est une excroissance, hein, c'est une tumeur comme ça, qui peut être bénigne ou maligne. Donc l'hypophyse va augmenter de volume, mais vous comprenez que ça va poser problème, c'est qu'il va y avoir une compression, puisqu'elle est enfermée dans l'os. Voilà, bon ça c'était un petit détail, c'est juste pour vous expliquer. Dans le schéma en bas à droite, voilà, du coup on voit bien, hein, l'axe hypothalamo-hypophysaire au-dessus, et puis on voit bien l'antéhypophyse qui est représentée en jaune à gauche, et à droite la post-hypophyse
en vert. Voilà. Et on voit bien le schéma. Voilà, on reparle de la selle turcique. Et on voit bien cette espèce d'os spongieux, là, avec des petites cavités, là, l'os sphénoïde. Voilà, ça nous permet de comprendre que l'hypophyse est placée comme ça à l'intérieur du cerveau et bien protégée par de l'os. Diapositive suivante. Donc là, on vous montre un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. On a vu dans la diapositive avant où était située la forme qu'elle a et comment elle est logée dans la selle turcique. Là, il faut imaginer qu'on a coupé, coupé en deux cette hypophyse et on regarde d'un petit peu plus près, donc on vous a schématisé un petit peu ce qui se passait. Alors, si on prend le schéma de gauche, on est en train de vous montrer là, donc la partie gauche du schéma de gauche, on voit l'antéhypophyse. Et si vous regardez bien, en haut, donc il y a l'hypothalamus, et puis il y a tout un petit réseau là. On voit des petits capillaires qui sont dessinés en rouge. Donc on voit qu'il y a des petits neurones au niveau de l'hypothalamus. On voit là, il y a un petit neurone hypothalamique qui va fabriquer une hormone, qu'il va déverser dans ce petit amas de capillaires là qui est en haut. Et puis, ces hormones, eh bien, elles vont tout simplement circuler, elles vont descendre un petit peu plus bas dans l'antéhypophyse. Et on voit, voilà, il y a un autre petit amas de capillaires. Et l'hormone qui va arriver de l'hypothalamus va donc venir agir sur l'hypophyse, qui, elle, à son tour, en réponse à cette hormone de l'hypothalamus, elle va à son tour, cette antéhypophyse, elle va à son tour fabriquer d'autres hormones. Donc on voit, voilà, c'est l'hypothalamus qui va donner l'ordre. Il fabrique une hormone tout en haut, il la déverse dans le réseau sanguin, dans les petits capillaires, et puis cette hormone, par le sang, par les capillaires, elle va arriver sur l'antéhypophyse, qui va à son tour fabriquer une hormone. Si nous regardons maintenant le schéma de droite, là, on vous montre la connexion entre l'hypothalamus et la post-hypophyse. Et là, si vous regardez bien, ça n'a rien à voir avec l'antéhypophyse. L'antéhypophyse, le lien entre l'antéhypophyse et l'hypothalamus, on voit bien que c'est un lien vasculaire. Tout ça, ça se passe dans le sang. Et bien, quand on regarde la post-hypophyse, qu'est-ce qu'on observe? En bleu, on vous l'a bien schématisé. Alors, on vous en a mis qu'un, mais il en existe beaucoup plus. C'est juste un petit schéma pour vous expliquer. On voit en bleu un petit neurone qui est le noyau du neurone est au niveau de l'hypothalamus et puis ces petites ramifications arrivent jusqu'à la post-hypophyse. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la post-hypophyse s'appelle également la neurohypophyse. Parce que le lien, au niveau de la post-hypophyse, le lien est neuronal. Là, on n'est plus dans un contact vasculaire, dans un contact sanguin, comme tout à l'heure on l'a vu pour l'antéhypophyse. Là, on a une connexion neuronale. Les neurones de l'hypothalamus viennent fabriquer des hormones qu'ils vont stocker au niveau de la post-hypophyse. Donc finalement, l'antéhypophyse, elle est très active, elle fabrique des hormones. Alors que la post-hypophyse, on va plus dire qu'elle est un réservoir des hormones que l'hypothalamus va fabriquer. Il n'y a pas besoin de retenir tout ça. Voilà, c'était juste pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ça fonctionnait. Pourquoi on appelait ça la neurohypophyse? Parce que la jonction, le contact entre l'hypothalamus et la post-hypophyse est un lien nerveux et non pas un lien sanguin. Parce que souvent dans les hormones, et on va le voir tout à l'heure, qui dit hormone dit produit chimique qui circule dans le sang. Là, c'est un petit peu particulier pour la post-hypophyse. Diapositive suivante. Très rapidement, nous arrivons à la diapositive suivante qui parle de l'épiphyse, qu'on appelle également la glande pinéale. Alors voilà, on la voit au niveau du cerveau. Vous avez à gauche le schéma, on vous la situe.
L'épiphyse, elle sert à fabriquer de la mélatonine. Un peu de dopamine aussi. Voilà. On va pas trop s'attarder sur l'épiphyse. Nous passons à la diapositive suivante. Alors, nous arrivons à la thyroïde. Celle-là, c'est une glande extrêmement importante. Vous voyez sur le schéma, hein, elle se situe en plein milieu du cou. 6 cm de large, 6 cm de haut, 25-30 grammes. Hein, une petite glande assez légère, mais vous voyez qu'elle est quand même assez grande, hein, 6 cm sur 6 cm. Et elle est sur la face antérieure du cou, située sous le larynx, et elle est devant la trachée. Diapositive suivante. Alors, si on regarde de plus près, on va retrouver différents types de cellules. Le plus important à retenir, ce sont surtout les cellules qui vont fabriquer les deux hormones thyroïdiennes, T3 et T4. Et on verra dans la physiologie à quoi servent ces hormones thyroïdiennes. Et puis on a aussi donc des cellules parafolliculaires qui vont sécréter de la calcitonine. On en reparlera dans la physiologie. Donc, essentiellement, des cellules folliculaires qui vont fabriquer les hormones thyroïdiennes T3, T4. Diapositive suivante. La vascularisation de la thyroïde. Alors, je ne vous demande pas de retenir ça. Alors là, on voit en jaune, en plein milieu, là, la thyroïde, hein, jaune orangé. Et c'est assez intéressant de regarder la grosse vascularisation. Alors vous voyez, on voit tout en bas la crosse de l'aorte, hein, avec les carotides droite et gauche, hein, qui montent au cerveau. Et puis on a aussi en bleu, en retour du cerveau, les veines jugulaires. Et si vous regardez bien, vous voyez toute cette ramification veineuse et artérielle. La thyroïde est un organe très vascularisé. Voilà, je voulais vous montrer ce schéma pour que vous compreniez. Si un jour vous travaillez dans des services de chirurgie et que vous prenez en charge des patients qui viennent d'être opérés de la thyroïde, vous comprenez que c'est une zone très vascularisée et qu'il y a un risque hémorragique extrêmement important chez quelqu'un qui vient d'être opéré de la thyroïde. Diapositive suivante. Alors là, vous avez le schéma toujours de la thyroïde, mais on est allé regarder derrière. D'accord? Donc là, on est en face postérieure. Et qu'est-ce qu'on observe en face postérieure? On voit 4 petits pois jaunes, hein, comme vous voyez sur le schéma. Ce sont les parathyroïdes. Hein, on verra tout à l'heure que ça sert, enfin plus tard dans le cours de physiologie, on verra que ça sert à la régulation du calcium dans le sang, tout comme la calcitonine qui est fabriquée par la thyroïde. Les parathyroïdes, ce sont les parathyroïdes. Hein, elles sont situées derrière la thyroïde, mais ce n'est pas la thyroïde, ce sont des parathyroïdes. Diapositive suivante. Nous arrivons maintenant aux glandes surrénales. Donc là, on voit très bien, tout à l'heure, autant sur le schéma récapitulatif, on ne voyait que le dessin des surrénales. Là, c'est intéressant sur le schéma à droite, puisque on a les reins. Hein. Donc vous voyez comment sont placés les deux surrénales, puisque nous avons deux reins, nous avons donc deux surrénales. Voilà, hein, vous voyez ces deux petites glandes qui sont au-dessus des reins. Ce sont les glandes surrénales. Voilà, une petite forme aplatie, 4 à 6 grammes, et elles sont évidemment, comme toute glande endocrine, elles sont très vascularisées. On va regarder, il y a 2 zones dans les glandes surrénales. On en reparlera dans la physiologie. Diapositive suivante. Alors, il y a 2 zones dans les glandes surrénales. Il y a une première zone qui s'appelle la cortico-surrénale. Cortico, ça vient de écorce, et vous savez ce qu'est l'écorce d'un arbre, c'est ce qui est autour de l'arbre. Donc quand on dit la cortico-surrénale, hein, c'est la partie corticale, c'est la partie en extérieur. Et ça constitue la plus grande partie de la glande. Hein. Elle est assez épaisse, hein, cette zone corticale. Elle est elle-même constituée de 3 couches, ça c'est pas la peine de le retenir. Et qui dit cortico-surrénale, ça vous fait penser à corticoïdes, cortisol. Notre corps fabrique. Hein, quand on dit cortisone, vous pensez aux médicaments.
mais notre corps, le premier, fabrique du cortisol. C'est une forme ce sont des corticoïdes. Et donc, c'est bien la cortico-surrénale qui va fabriquer notre cortisone propre. Diapositive suivante. Et si on regarde à l'intérieur, alors là vous avez un schéma violet, on voit bien la grosse épaisseur là, de la cortico-surrénale autour, et puis une zone plus petite, en plein milieu, qui s'appelle la médullo-surrénale. Médullo, moelle, milieu, elle est au milieu, la médullo-surrénale. On le verra dans la physiologie, la médullo-surrénale va fabriquer des hormones complètement différentes de la cortico-surrénale. Ce sont toutes les deux des zones qui appartiennent au surrénal, mais la médullo-surrénale va fabriquer des hormones qui n'ont absolument rien à voir avec les hormones fabriquées par la cortico-surrénale. Voilà, ce sont des zones bien différentes, avec des cellules bien différentes, qui vont fabriquer des hormones complètement différentes. Il y a une hormone que vous connaissez qui est fabriquée par la médullo-surrénale, on en reparlera, c'est l'adrénaline. Diapositive suivante. Nous arrivons maintenant au pancréas. Alors le pancréas, vous l'avez déjà vu, dans sa fonction exocrine, on en avait déjà parlé dans l'appareil digestif, donc là le schéma d'ailleurs vous remonte parfaitement la tête, le corps et la queue du pancréas. Et puis vous voyez là, par transparence, on voit le petit canal qui vient se déverser dans le duodénum. On avait dit que la bile venait se déverser dans le duodénum et les sucs pancréatiques viennent se déverser également dans le duodénum. Et évidemment, dans le duodénum, c'est là où arrive le chyme, ce qui arrive de l'estomac, qui a déjà été prédigéré, et la digestion va pouvoir se poursuivre avec ces différents sucs. Donc voilà, là je ferme la parenthèse, c'est la partie, c'est la fonction exocrine du pancréas, donc vous le reconnaissez parfaitement sur le schéma. Ce qui va nous intéresser, c'est sa partie endocrine. Le pancréas possède du tissu endocrinien et va fabriquer des hormones. Diapositive suivante. Donc ce pancréas, comme nous l'avions déjà dit tout à l'heure, et je le répète, le pancréas, c'est vraiment la glande mixte par excellence. Elle est à la fois exocrine, elle fabrique du suc pancréatique, mais elle a aussi une activité endocrine grâce à des petits amas de cellules qui s'appellent les îlots de Langerhans. Pourquoi les îlots de Langerhans? Eh bien, c'est le docteur Langerhans qui les a identifiés et qui leur a donné son nom. Et ces îlots-là vont fabriquer des hormones. Diapositive suivante. Donc, ces îlots de Langerhans, si on y regarde de plus près, on se rend compte, dans ces petits amas, on a des cellules alpha, on a des cellules bêta et on a des cellules delta. Alors, les cellules alpha, elles sont importantes, elles vont fabriquer le glucagon. On expliquera en physiologie à quoi sert le glucagon. Les cellules bêta, elles sont symbolisées. Alors, si on regarde le schéma à droite, les cellules alpha, elles sont fuchsia, rose fuchsia. Voilà, donc vous les voyez dans les amas. Les cellules bêta, elles sont représentées en orangé. Alors, ce sont elles qui vont fabriquer l'insuline. Elles sont très importantes, elles vont fabriquer l'insuline. Vous n'ignorez pas à quoi sert l'insuline. Ça sert à réguler la glycémie dans le sang. On y reviendra, on en reparlera quand on parlera du diabète. Et puis on a les cellules bleues, là sur le schéma, qui s'appellent les cellules delta, qui vont fabriquer la somatostatine. Elles servent à justement inhiber la sécrétion des hormones et du suc pancréatique. On ne va pas rentrer dans les détails, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui va nous intéresser plus tard, c'est cette fameuse insuline, essentiellement, et on parlera aussi un petit peu du glucagon. Voilà, donc là dans le schéma, vous voyez. Alors ce qui est intéressant dans le schéma, regardez bien, parce que là c'est comme si on avait coupé un îlot de Langerhans, et vous voyez des petits, comment on pourrait dire,
Les vaisseaux sanguins, je ne sais pas s'ils sont... Oui, les capillaires sanguins, voilà, hein, on vous les a montrés. Ils sont entourés de rouge. Et vous voyez là, dans une coupe, on peut en compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits capillaires sanguins. Hein. Donc vous voyez que c'est une zone très, très, très vascularisée. Parce que ces fameuses cellules alpha, bêta ou delta vont fabriquer des hormones et les déverser dans les capillaires. Pour que ensuite ces hormones puissent circuler dans l'ensemble du corps humain. Diapositive suivante. Nous arrivons enfin aux gonades. Hein, les gonades, ce sont les glandes sexuelles. Alors, chez la femme, on a les ovaires. Ils sont dans le pelvis, ils sont à l'intérieur, de part et d'autre de l'utérus, comme vous pouvez le voir sur le schéma, et reliés à l'utérus par les trompes de Fallope. Nous en reparlerons quand nous ferons l'anatomie et la physiologie de l'appareil génital féminin. Alors, pareil, les ovaires, ce sont des glandes mixtes. Mixtes. Alors, la fonction exocrine des ovaires, c'est de fabriquer des ovules et de pondre des ovules. Les pondre, ils vont être libérés dans la trompe de Fallope. Et puis, évidemment, les ovaires ont aussi une activité endocrine. Les ovaires fabriquent 2 hormones importantes, les œstrogènes et la progestérone. On n'en dira pas plus. On verra ça quand on parlera de l'appareil génital féminin. Diapositive suivante. Et enfin, pour terminer, chez l'homme, les gonades, ce sont les testicules qui sont situés dans le scrotum, c'est-à-dire eux, pour le coup, ils sont à l'extérieur. On expliquera quand on parlera de l'appareil génital masculin. Pareil, ce sont des glandes mixtes. Dans sa partie exocrine, les testicules vont fabriquer des spermatozoïdes. Et dans sa fonction endocrine, les testicules vont fabriquer de la testostérone. Alors, 2 petits mots rapidement. Le thymus, on le voit sur le schéma là, de ce jeune enfant à droite. Donc il est situé derrière le sternum. Il va servir au développement des lymphocytes T. Vous savez que les lymphocytes T, ce sont ceux qui vont rester en mémoire parfois tout au long de notre vie. Donc vous comprenez que c'est très important que le thymus ait une forte activité au moment de l'enfance et de l'adolescence. Mais donc il va grossir jusqu'à la puberté. Et puis après, il va s'atrophier et retrouver une toute petite taille et avoir une activité très modérée ensuite. Pour ceux qui mangent des riz de veau, les riz de veau ne sont pas autre chose que le thymus du veau. C'est pour ça que nous mangeons des riz de veau et que nous ne mangeons pas des riz de bœuf ou des riz de vache, puisque arrivé à l'âge adulte, le thymus s'est atrophié. Voilà pour la petite histoire. Vous saurez maintenant que vous mangez du thymus de veau. Voilà, nous allons nous arrêter là. Et nous aborderons ultérieurement la physiologie du système endocrinien. Voilà, là on a un petit peu posé le décor. Appuyez-vous sur les schémas, regardez bien, que vous soyez au clair avec ces différents noms et que vous arriviez à bien situer où se situent ces différentes glandes endocrines ou tissus endocriniens.